d'honneur, Monsieur le général commandant les forces armées en Guyane, Monsieur le général commandant la gendarmerie en Guyane, directrice du parc amazonien de Guyane, et tous les services, notamment les services de l'Observatoire minier, qui participent à cette politique publique que nous menons dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Je vous remercie déjà d'avoir répondu à notre invitation. Premier point, vous avez dit que nous verrions tous les 3-4 mois. Il est vrai que ça fait quelques mois maintenant qu'on ne vous a pas vu, mais nous allons avoir finalement 2 rendez-vous en très peu de temps, c'est-à-dire le rendez-vous d'aujourd'hui et dès le début du mois de janvier. Je pense vous pouvez déjà réserver ça dans vos agendas, donc le premier vendredi qui suit la rentrée des classes. Le directeur de cabinet va me dire quelle date ça correspond. Le 9 janvier, donc je vous donne rendez-vous à la même heure, à 14h30, pour qu'on ait un bilan total de l'année 2014 de lutte contre l'orpaillage illégal. Voilà, on se rattrape un peu, ça fait 2 rendez-vous en 3 semaines, alors qu'on aurait dû se voir à une fréquence un peu plus élevée en cours d'année. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas, on ne s'est pas vu à une fréquence plus élevée? C'est parce que dans le domaine de la lutte contre l'orpaillage illégal, nous souhaitons vous donner des chiffres fiables sur l'impact de l'orpaillage illégal. On a l'observatoire qui les analyse, mais ce n'est pas toujours simple. Je ne sais pas si vous avez souvent l'occasion de vous rendre en forêt, mais pour avoir une vue exhaustive de l'ensemble du phénomène sur toute la Guyane, ça nécessite non seulement de recueillir des observations par satellite, ça nécessite d'envoyer des gens sur le terrain pour corroborer les faits que nous observons par satellite, et c'est extrêmement compliqué. Je me rends de temps en temps sur des sites d'orpaillage légaux, voire des fois illégaux. Ça nécessite plusieurs heures d'hélicoptère et pour sortir, disons, des clichés, de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut voir, il faut pour discuter avec vous sur des éléments objectifs, avoir une vision tout à fait étayée de la situation. À cela, plusieurs services qui travaillent, notamment l'ONF, l'ADEAL, les FAG, la gendarmerie, donc tout le monde est mobilisé pour avoir la vision la plus juste du phénomène. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le point de la situation avec nos 4 volets. Donc le premier, c'est le volet diplomatique. Vous savez que j'y crois beaucoup. Je ne crois pas qu'on pourra mettre fin définitivement à l'orpaillage illégal en Guyane si on n'a pas la coopération de nos voisins. Et dans ce domaine, au cours des dernières semaines, des derniers mois, nous avons connu de réelles avancées dans la coopération, notamment franco-brésilienne, qui est, à mon avis, indispensable, puisque quand même une majorité des orpailleurs clandestins, une immense majorité des orpailleurs clandestins en Guyane sont d'origine brésilienne. Le deuxième point, c'est le volet administratif et économique. Vous verrez que nous poursuivons les démarches de réappropriation du terrain, et que, non sans succès, et que sur un certain nombre de sites, nous sommes sur le terrain, et d'ailleurs ces sites nous permettent également de servir de point d'appui pour des opérations sur le volet sécuritaire. Dans le domaine sécuritaire, nous avons considérablement intensifié nos opérations ces derniers mois, en changeant, en modifiant d'ailleurs un petit peu notre mode opératoire. Nous vous l'expliquerons. Et l'opération d'expérimentation de destruction des puits par explosifs qui était, comment dirais-je, en début d'année au stade expérimental, est en train de prendre des proportions, je dirais pas industrielles, mais des proportions suffisamment importantes pour que ça se traduise par des avancées concrètes sur le terrain. On vous en dira plus. Et sur le volet environnemental, j'avais demandé, c'était assez difficile, à ce qu'on ait des photos aériennes de la forêt amazonienne, au Suriname notamment et en Guyane, des photos satellites, de manière à pouvoir vous démontrer que d'un côté on a un État qui lutte contre l'orpaillage illégal, et donc
il y a des résultats d'un point de vue environnemental, et de l'autre, on a un État qui fait moins, et ça se traduit très bien sur les photos satellites. Enfin, c'est le fin du fin, on a recensé, donc on a un bilan au 15 novembre 2014 du nombre de chantiers et de l'efficacité des opérations qu'on a menées. On aura un autre bilan, le définitif, celui-là, le 31 décembre. C'est pour ça qu'on fera la réunion début janvier. Mais vous verrez que c'est l'ensemble de ces actions que je vous ai décrites, diplomatiques, réappropriation du terrain, opérationnalité des opérations, l'ensemble de ces actions au cours des 3-4 derniers mois a produit des effets concrets sur le terrain qui se traduisent par une diminution significative du nombre de sites. On n'est pas là, bien évidemment, pour crier victoire, mais on est là pour dire que, sans doute, et j'espère que ça se confirmera début janvier, on est sur une très bonne tendance qui nous permet de nourrir beaucoup d'espoir pour les mois et les années à venir. Voilà ce que je tenais à dire en introduction. Évidemment, après la présentation par les différents services de l'État de ces 4 volets, vous aurez la parole pour poser des questions. Quand je dis vous, il s'agit des personnes qu'on a invitées dans un premier temps, puis à la fin, si les médias souhaitent aussi poser des questions, ils pourront le faire. Voilà, je vais peut-être laisser aussi la parole à Monsieur le procureur pour introduire cet exposé. Oui, je vous remercie, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, je serai très heureux ici. Et je voudrais souligner, en complément de ce que vient de dire Monsieur le Préfet, c'est qu'on voit que l'opération ARP est arrivée à une très grande maturité dans ses méthodes, dans ses analyses, et qui démontre une coopération extrêmement étroite entre les différents services qui viennent d'horizons différents. Donc ça, il s'agit d'un travail qui a été conduit tout au long de l'année, et qui, bien sûr, issu des travaux qui avaient été faits précédemment, mais qui nous permettent maintenant de vous présenter une situation qui est fiable et qui prête peu à discussion comme elle pouvait l'être auparavant. Donc ça, c'est un point extrêmement important pour l'analyse. Et d'autre part, ce travail s'accomplit également sur le terrain, car, comme l'a souligné le préfet, jusqu'à présent, on va vous montrer par les interventions des autres services qu'il y a des résultats tangibles sur le terrain. Et si nous n'avons pas éradiqué leur paillage illégal, du moins nous avons porté, ces derniers mois, des coûts difficiles. Alors, les efforts sont toujours à poursuivre parce qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Et sans doute, il faudra qu'on accentue notre pression sur les chaînes de puits et les chaînes de ravitaillement sur le plan judiciaire. Mais pour le moment, les résultats que vous exposez sont pour moi particulièrement satisfaisants et je suis heureux de les présenter avec nos partenaires qui ont travaillé tout au long de cette année. Bien, nous allons passer au premier volet, le volet diplomatique. Alors la diplomatie, c'est toujours un peu trop lent. Mais il y a 2 sous-volets. Donc déjà, vous parlez, parce qu'on nous pose légitimement la question, mais qu'est-ce qui se passe depuis qu'il y a eu une ratification de l'accord franco-brésilien de lutte contre l'orpaillage clandestin. Et puis, donc ça c'est le premier sous-volet. Le deuxième, c'est la coopération au jour le jour que mène avec une grande efficacité, une grande vigueur la gendarmerie et les forces armées en Guyane. Donc sur le premier point, je vais peut-être laisser la parole au lieutenant-colonel Guyane Longa. Monsieur le préfet, monsieur le procureur, en général, mesdames et messieurs, donc en premier lieu, il est vrai, c'est en termes de coopération franco-brésilienne, c'est la promulgation par le gouvernement brésilien le 12 novembre dernier de l'accord franco-brésilien en ce qui concerne la lutte contre l'orpaillage illégal, principalement, qui avait été donc traité et signé en 2008. Promulgation qui permet dorénavant d'avoir une application concrète sur le terrain. On le voit à travers ces 9 articles et surtout les 5 points que vous pouvez lire. 5 points qui concernent l'activité d'exploitation illégale, le commerce, le transport et la cession de mercure, du côté bien entendu brésilien, et enfin le commerce qu'on appelle le négoce d'or non transformé sans autorisation, cette fois-ci également du côté brésilien. On pense tout d'abord à Oiapoque et à ses comptoirs d'or. Ce que l'accord prévoit également, c'est la saisie et la confiscation du produit de l'infraction et des matériels. Alors les matériels en premier lieu, ils sont cités dans l'accord en question. Ce sont les concasseurs, toutes pièces nécessaires au concassage et le mercure.
saisie, destruction de ces matériels. Cet accord permettra dans un proche avenir, les questions ont été posées, de travailler sur des bases juridiques communes. Les bases existent du côté français, tous les articles de loi traitent de l'employage illégal, de son activité. Donc ça correspond parfaitement à la législation française, ça ne posera aucun problème du côté français. Il faut que du côté brésilien soit mis en place l'ensemble des infractions qui permettront de réprimer donc, tout ce qui est cité dans cet accord. Un travail est dorénavant lancé avec l'ensemble des partenaires brésiliens, notamment la justice brésilienne. Quelle est la bande qui est concernée? Avant tout, ce n'est pas l'ensemble de la Guyane, c'est une bande de 150 km, c'est le rappel donc de l'accord franco-brésilien, une bande de 150 km de part et d'autre de la frontière, donc de l'autre côté, ainsi que le parc amazonien de Guyane dans son ensemble. Si on a cette lecture, là aussi, question a été posée auprès de l'ambassadeur. Voilà. Donc pour faire suite à cet accord, donc je vous avais annoncé à pareille époque l'an dernier une prise de conscience de nos amis brésiliens de la nécessité d'agir. Et donc là je vous donnais très concrètement ce qu'on a fait avec les Brésiliens depuis l'été dernier. Ça commence le 15 juillet, donc le 14 juillet, pour ceux qui étaient à Cayenne, il y avait 4 généraux brésiliens sur la place des Palmistes. Le 15 juillet, on est allé en forêt, on a fait une opération le matin, à Roche-Coronée, pour être plus précis. Et donc 5 heures après l'opération, on a montré à nos amis brésiliens les guerrilleros, on a permis à nos amis brésiliens de discuter avec les guerrilleros. L'objectif était pour nous de leur faire prendre conscience de la réalité du terrain. Donc suite à cette opération forêt, on a poursuivi l'opération, ils ont fait une opération du côté de l'Oyapock, dénommée Cura, qui était essentiellement pour eux de s'approprier l'Oyapock. En fait, le Brésil, c'est un pays très grand, 16 fois la surface de la France, et donc il faut qu'ils s'approprient petit à petit l'Oyapock, et ils l'ont fait durant tout donc le mois d'août et le mois de septembre. Cette appropriation s'est conclue par une opération d'aérolargage de parachutistes, d'une centaine de parachutistes sur l'Oyapock. Cette opération était surtout destinée à la population brésilienne pour montrer que les forces armées brésiliennes sont présentes. Pour eux, c'était quand même, il faut quand même leur rendre hommage. Les parachutistes venaient de très loin au Brésil, ça correspondait à un déploiement Madrid-Moscou. Donc c'est quand même des choses très importantes. Donc clairement, cette opération leur a permis d'analyser non seulement la géographie, mais également la connaissance du terrain, les filières qui sont en place. Donc, suite à cette opération, on a eu une réunion d'état-major où également, et c'est là très important, et après je laisserai la parole à mon collègue de la gendarmerie, on a fait prendre conscience à nos camarades brésiliens que les forces armées ne sont pas les seules à devoir agir, et c'est vraiment un travail, comme nous le faisons ici, de toutes les administrations pour que les choses aboutissent. Donc nous avons fait une réunion d'état-major en faisant nos programmes de coopération avec nos amis brésiliens, et surtout on a également montré à nos camarades brésiliens la façon dont on travaille entre toutes les administrations, et on a établi le plan d'action 2015. Le plan d'action 2015, c'est effectivement de travailler entre toutes les administrations, qu'elles soient françaises et brésiliennes. Alors on ne va pas révolutionner le monde, les choses se font à pas, mais il y a d'ores et déjà une réunion qui est prévue au début du mois de février, avec l'appui de l'ambassade de France, pour que nous travaillions ensemble, en particulier pour décliner concrètement ce que mon collègue gendarme vous expliquait, à savoir l'accord franco-brésilien. Nous allons faire une police et évidemment des forces armées brésiliennes pour qu'il y ait des plans d'action concrets qui soient menés au cours de l'année 2015 et des années qui suivent. Par contre, les forces armées brésiliennes qui ont des pouvoirs de police administrative plus étendus dans la zone des 150 km que nous sommes les miens, vont travailler. Nous allons faire d'ores et déjà une opération importante au premier semestre 2015. Cette opération, nous allons commencer la planification en fin janvier. Vous savez comme moi que les vacances scolaires et les vacances au Brésil sont en décembre-janvier. Donc dès que nos camarades brésiliens rentrent en vacances, on va travailler avec eux pour faire une opération
centré évidemment sur l'OIAPOC, l'objectif étant de vraiment bloquer la logistique de Garibéros pendant un temps assez long. Et c'est aussi l'idée que M. le Préfet évoquait, il faut qu'on fasse des opérations plus longues de façon à vraiment les prendre à la gorge. Donc globalement, une prise de conscience certaine de nos camarades brésiliens. Pour l'instant, vous n'avez pas vu de choses très concrètes, mais très honnêtement, hormis les parachutistes, pour ceux qui étaient à l'IAPOC, là, vous allez voir des choses concrètes. Et par ailleurs, il y a une volonté de l'autorité brésilienne de densifier le volume de militaires le long de la frontière de l'OIAPOC. Donc les forces armées brésiliennes travaillent à installer une brigade dans l'état de l'Amapá et d'installer des militaires brésiliens de l'autre côté de Camopi, à Villa Brasil, les forces armées brésiliennes étant une force d'aménagement du territoire, installant des militaires, ils vont installer des docteurs, des choses comme ça. Donc les choses sont en cours. Installer une trentaine de familles militaires à Villa Brasil, ça va pas être instantané. L'objectif réaliste de nos amis brésiliens sont environ 2017. Ils envisagent également l'installation d'une piste d'atterrissage pour la logistique de leur famille. Donc les choses sont en devenir. Et donc nous aurons d'autres occasions durant l'année qui vient pour vous montrer que c'est non seulement des désirs, mais également une réalité. Une brigade, c'est combien d'hommes? La brigade brésilienne, c'est 6 000 environ. 6 000 militaires en renfort pour lutter contre la page clandestin et lutter brésilien. En général. Oui, alors nous étions avec le général Adam de cette visite de généraux brésiliens. Je crois qu'à cette occasion-là, effectivement, ils ont pris conscience de l'ampleur du problème. L'invitation qui a été lancée à TV Globo également, qui a permis de faire un reportage qui également a fait date en ce qui concerne justement cette prise de conscience par nos amis brésiliens de la problématique ici en Guyane. Alors un certain nombre d'échéances au mois de février 2015, nous aurons une réunion préalable à la réunion qui aura lieu à Cayenne, une réunion vraisemblablement aux environs du 9 février, afin de discuter de l'implantation du centre de coopération policière, qui deviendra peut-être un jour un centre de coopération policière et douanière, et qui nous permettra, avec nos amis brésiliens, de discuter d'un certain nombre de problématiques également. Je ne voudrais pas mettre sous silence la coopération que nous avons également avec le Suriname, qui s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, parce qu'il n'est un secret pour personne que sur le Maroni, du côté surinamais, nous avons là un certain nombre de supermarchés de l'orpaillage, là aussi un certain nombre d'avancées en ce qui concerne les discussions avec les autorités surinamaises. Pas plus tard que début janvier, j'aurai une réunion avec M. Dompire pour voir un petit peu comment on peut formaliser, je dirais, des opérations de police judiciaire conjointes sur le Maroni, afin de pouvoir également, dans ce domaine-là, faire avancer la coopération internationale. Merci. Voilà pour le volet coopération régionale. Vous pourrez bien évidemment nous poser des questions ensuite. Moi, je compléterai simplement en disant que j'ai reçu récemment une délégation de chefs d'entreprise avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Suriname et parallèlement de chefs d'entreprise également avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie, pas du Brésil tout entier, mais de BM. Et j'ai clairement lié la progression de nos échanges économiques avec la mise en œuvre du nouveau bac sur le Maroni et l'éventuelle ouverture du pont sur l'OIAPOC à la progression de leurs efforts dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Je crois que le message est passé 5 sur 5 au cours de cet entretien. Voilà. Donc le deuxième volet, bien évidemment, c'est l'occupation du terrain. Et dans le cadre donc, de la poursuite des démarches de réappropriation du terrain, nous avons obtenu des succès, je crois, qu'il convient aujourd'hui de souligner. Je vais d'ailleurs donner à cet égard la parole à M. Durand. Merci, M. le Préfet. Sur ce volet de démarche de réappropriation du terrain, deux points,
deux thématiques évoquées. D'une part, et c'est symbolique, la disparition des activités d'orpaillage dans l'enceinte de la réserve naturelle des Nourailles, qui permet donc à ce site de retrouver sa pleine activité de recherche, sa vocation initiale. Et c'est l'occasion de dire qu'effectivement, cette démarche de réappropriation ne se limite pas à la réinstallation d'activités minières légales sur des sites d'activités minières illégales, mais par tout type de réutilisation du terrain. Là, c'est sur la recherche. Il évoque aussi les possibilités en matière de tourisme. En ce qui concerne plus particulièrement la procédure d'accélérée de réinstallation d'opérateurs miniers légaux sur les sites, cette opération avait démarré en mars dernier. Les derniers comptes rendus, les derniers bilans ont eu l'occasion de tracer les premières avancées. Depuis septembre, de nouvelles autorisations d'exploitation ont pu être délivrées dans ce cadre sur le secteur de citron, à Grand Senti. Des demandes à l'instruction toujours sur Grand Senti. À noter une diversification territoriale de ces opérations, avec d'une part, je tentais de dire enfin, un accord sur un projet mixte à moyen terme qui se profile sur Grande Usine, et également un élargissement certains des sites concernés dans le cadre d'un nouvel appel à manifestation d'intérêt sur la Cipanana, du Godet de Regina, des Rats de Café et la Sapocaille. Au-delà de ces chiffres, ce qui peut être intéressant de rappeler en matière d'ordre de grandeur, c'est qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, c'est près d'un tiers des AUX délivrés dans le département qui l'ont été dans le cadre de cette procédure d'installation d'urgence des opérateurs légaux, procédure d'urgence qui respecte bien son appellation, puisque les délais d'instruction étaient tout inférieurs à 2 mois. Voilà, monsieur le préfet. Merci. On va revenir maintenant à l'activité opérationnelle. Je vous laisse la parole, madame. Merci Monsieur le Préfet. Donc, en parallèle de ce développement de l'activité légale, les gendarmes et les FAG ont considérablement intensifié leurs activités opérationnelles depuis le mois de septembre. Là, pour vous donner un ordre de grandeur, cela représente depuis le début du mois de septembre pour nous plus de 640 jours en patrouille ou en opération, ce qui veut dire qu'à minima, tous les jours, sur le terrain, 4 patrouilles ou une opération ont lieu avec les gendarmes et les FAG. Alors ça représente un effort bien évidemment important pour nous, d'abord dans le cadre de l'accompagnement des opérateurs légaux, mais également dans le cadre de l'éradication de l'orpaillage illégal. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a cherché à faire évoluer nos modes d'action, comme je vais l'illustrer juste après, en cherchant à rester plus longtemps sur le terrain, en mettant plus de personnel sur le terrain, afin d'entraver la liberté d'action des garrigueros, et puis de leur saper leur capacité d'extraction de l'or. Voilà, alors quelques focus, d'abord en partant de la façade ouest et en débutant par le nord. Ce qui a été conduit depuis le mois de septembre, tout d'abord c'est l'installation d'un poste temporaire qui a été démonté il y a quelques jours sur la zone de Citron, puisqu'il y avait une activité constatée dans cette zone. On a installé un poste avec nos camarades gendarmes afin d'éradiquer toute exploitation illégale dans cette zone. Donc dans cette zone de Citron-Bœuf-Mort notamment, eh bien, plus de 100 jours de patrouille. Également dans la zone de Pédral, qui est une zone à activité connue, eh bien, on a cherché à développer des procédés nouveaux, et notamment on a extrait par hélico un certain nombre de matériels majeurs qui ont été saisis, et notamment les concasseurs, ce qui empêche toute reprise d'activité des orpailleurs après nos interventions. Le long du Maroni, toujours des patrouilles assez denses, avec une 50aine de patrouilles fluviales réalisées, et 110 jours de patrouille, donc une présence quasi quotidienne dans la zone.
depuis le mois de septembre également, un effort particulier a été conduit sur Linini. Hein, ça a été clairement une de nos zones d'effort, notamment avec, depuis le mois d'octobre, la réimplantation du site des fags Jande sur Dorlin, et puis un nombre très très important de patrouilles et de présence permanente sur Linini. Voilà, donc ce contrôle permanent de Linini par des postes mobiles qui sont extrêmement, par des contrôles aléatoires qui sont extrêmement efficaces, ont permis des saisies importantes sur Linini. Quant à la façade est, on a réellement deux types d'activités, deux niveaux d'activité entre ce que l'on appelle nous la façade ouest, celle qui est concernée par le Maroni et le Suriname, et la façade est par le Brésil. On a un net déclin, un déclin réel de l'activité d'orpaillage illégal sur le secteur de Regina, sur le grand secteur de Regina. Tout à l'heure on évoquait la réserve des Nourailles, il est vrai, mais c'est également la piste Bélizon. On a une diminution conséquente du nombre de sites, ce qui nous permet actuellement de modifier nos modes d'action et de continuer de poursuivre l'effort qui est d'éradiquer complètement cette activité illégale sur ce bassin, comme on dit, sur la zone de Regina, des grands environs. Alors une éradication non pas à très court terme, mais dans les prochaines années, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on veut. Sur Saül, vous connaissez actuellement la situation, qui est une éradication, en tout cas dans les 10 km proches de Saül, et une interdiction d'un retour de toute activité illégale sur ce qui est quand même une commune emblématique du parc amazonien et de la Guyane. Nous poursuivons les efforts, nous les poursuivons dès le début du premier trimestre 2015. Alors tout à l'heure, monsieur le procureur évoquait la maturité de l'état-major Harpy, en tout cas de toute la conduite de la lutte contre l'orpaillage illégal. Maintenant, toute opération est conduite dans un souci de cohérence est-ouest, et puis des mouvements des Garimperos sur les différents sites majeurs sur la Guyane. Saül est un des points nodaux, sinon le point nodal entre le Maroni et le Oyapok. On a un dégrat des Saï et des dégrat Balesta qui est le carrefour en fait entre les deux bassins, celui de Maripasoula et l'autre de Camopi. Saül est stratégique pour nous, il nous faut maintenir l'effort pour les deux raisons évoquées. Tout d'abord l'emblème du parc, et puis pour la raison stratégique pour enfin Camopi. On a une réelle diminution de l'activité d'orpaillage illégal, moins de chantiers, tout bonnement, ça c'est factuel. En revanche, et le parc nous le donne comme information régulièrement, très régulièrement, il nous faut poursuivre la lutte contre les effets visuels. Voilà, tout bonnement, il y a des criques qui sont actuellement encore orpaillés, moins qu'avant, mais qui le sont encore. Et dans les effets de l'impact de l'orpaillage illégal sur ces criques, sur ces lits, sont visibles des populations, sont trop visibles des populations. Il nous faut maintenant travailler pour que les populations bénéficient réellement de cette diminution de l'activité illégale. Alors, à titre d'exemple et pour illustrer la cohérence des actions qui sont conduites sur la façade ouest et la façade est, comme le disait le lieutenant-colonel Villalonga, je vais vous dire quelques mots sur l'opération Atula, qui est une opération qui a été conduite par les militaires gendarmes et FAG pendant près de 6 semaines sur les zones que vous voyez entourées en rouge, avec notamment comme pointe d'effort la destruction des sites, des puits du site de Dachine qui apparaît sur le point rouge. Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations tactiques, je vais simplement vous donner quelques éléments d'appréciation pour que vous puissiez juger de ce qui a été fait pendant ces près de 6 semaines en novembre-décembre en forêt. Alors, 6 semaines, bien évidemment, d'opération, comme je viens de vous le dire, sur des sites d'orpaillage illégal majeurs, Tadéou, Eau-Claire, Roche-Couronnée, Piambois. 220 militaires, gendarmes et FAG déployés sur le terrain pendant toute cette période. Ce qui a nécessité un flux logistique de près de 35 tonnes qui a été acheminé en partie sur Saül pour soutenir cette opération et qui a donc nécessité
près de 130 heures de potentiel hélicoptère, donc une centaine d'heures de potentiel FAG et jambes, et une trentaine d'heures de potentiel HDF en soutien. Voilà, donc des résultats extrêmement probants qui vont vous être mis en relief par la suite avec les résultats. Mais ce qu'on a cherché à faire, donc, c'est à contrôler l'INI de manière permanente et à aller taper très fort sur des sites jusque-là assez rentables et qui ont pris un sérieux coup suite à cette opération. Voilà, avec comme zone d'effort, comme je le disais, la destruction des puits de Dachine, je vais y revenir. Il faut quand même noter que 6 semaines en forêt, pour les gendarmes et les militaires des FAG, c'est pas anodin, ça a un coût sanitaire avec plus de 15 évacuations d'ordre sanitaire qui ont été réalisées parce que les gens ont le palu, se blessent, etc. Donc c'est un engagement de tous les instants pour nous qui a un coût sanitaire. Alors, au premier semestre 2014 avait été testée la destruction des puits par explosifs civils sur le site de Bostock. Donc cette expérimentation ayant donné satisfaction, comme le disait Monsieur le Préfet, on a cherché à aller encore plus loin et à faire de ce procédé un procédé normé, qui va être utilisé par la suite de manière très régulière. Alors on s'est attaché pendant cette opération Atula à traiter le site de Dachine, qui est un site qui se situe dans le PAG. Et cette opération particulière, dans l'opération Atula, a donné entière satisfaction. Donc ça a nécessité le déploiement de 60 militaires pendant près de 3 semaines qui se sont attelés à détruire jour par jour entre 2 et 4 puits pour désactiver définitivement le site de Dachine, et c'était là l'objectif. Voilà, donc une opération très complexe dans sa préparation, mais également dans sa réalisation, et qui a donné satisfaction, puisque au final, on a 36 puits détruits sur le site de Dachine, et on peut raisonnablement envisager que ce site ne sera pas réactivé. Alors pour illustrer ce que je viens de dire, vous avez en haut à gauche un puits tel que trouvé par les militaires des FAG et les gendarmes à leur arrivée, et en bas à droite, ce même puits, une fois qu'il est traité par explosif. Donc je signale tout de même que lorsqu'on a fait l'expérimentation sur le site de Bostock, la DEAL a fait une étude environnementale et technique des conséquences de la destruction des puits, et donc on a pu, grâce à cette étude, poursuivre ce procédé et le mettre en œuvre à nouveau sur Dachine. Voilà, donc une fois que le puits a explosé, le sol est rendu relativement friable autour, et donc les orpailleurs n'envisagent pas de revenir travailler dans la zone qui a été traitée. Voilà donc un procédé mis en œuvre pendant cette opération qui est un succès et qui va être reconduit dès le premier semestre de l'année 2015 sur des sites qui sont encore à définir en cohérence et en concertation avec tous les membres de l'état-major harpi. Oui, c'est quand même, j'en reviens sur la destruction des sites par explosifs. Jusqu'à présent, les orpailleurs ne sont jamais revenus. Et désormais, nous nous lançons dans des destructions de grande ampleur, ce qui a plusieurs avantages, et notamment l'avantage que les orpailleurs ne reviennent pas, donc nous, ça nous économise des forces, et on peut passer à d'autres sites. Donc c'est quelque chose de novateur qui n'existait pas il y a encore une année. Alors, comme je le disais en introduction, j'ai demandé à ce qu'on réalise un certain nombre d'images aériennes pour comparer l'état de la forêt et de l'environnement, par exemple, entre la Guyane et le Suriname. Je vais laisser le directeur de cabinet, qui est quand même aussi au centre de beaucoup de dispositifs, je vais lui laisser quelques minutes pour s'exprimer, tout en sachant que ce qui est difficile dans ces images, c'est la présence de nuages. Les nuages blancs, donc il faut donc qu'il y ait toute la précision scientifique de
Xavier Luquet pour nous apprendre à lire ces images satellites. Merci, monsieur le préfet. On a essayé de vous montrer quelques images qui traduisent la réalité d'un phénomène qui est très important, qui est finalement le résultat au long cours de l'ensemble des opérations qui existent depuis de nombreuses années maintenant, depuis 2008, et son impact sur l'environnement. On a intitulé ça un environnement mieux préservé qu'au Suriname. Il ne s'agit pas de nier la réalité d'un phénomène qui est très important, puisque, de mémoire, je parle sous le contrôle de M. Coppel, on a 20 000 hectares qui ont été déforestés depuis 1990. Il faut rapporter cependant cette situation à l'ensemble de la forêt guyanaise, puisque en cumulant l'ensemble des déforestations depuis 25 ans maintenant, on a 0,02% de la surface de la forêt guyanaise. Et surtout, quand on compare avec une situation comme celle du Suriname, où pour résoudre l'orpaillage illégal, les autorités surinamiennes se sont contentées, pour l'instant, de la régulariser et de percevoir une taxe. Et donc on a essayé de vous montrer des photos et des images satellites où vous voyez dans deux territoires qui sont très proches, vous voyez la carte qui est en bas au milieu, vous voyez un carré qui a été prise dans une zone qui effectivement est une zone où il y a de l'orpaillage illégal en Guyane, et dans une zone où vous avez aussi de l'orpaillage, enfin légalisé on va dire, au Suriname. Et vous voyez donc à la fois des photos aériennes qui montrent du côté du Suriname qui est à gauche et du côté de Guyane qu'on a une déforestation beaucoup plus importante, voire massive, de vallées entières du côté du Suriname, alors qu'il n'y a pas de déforestation massive et importante dans un point donné du côté guyanais, même si de ci, de là, il y a des zones qui sont déforestées. Alors en effet, on va essayer de trouver d'ici la prochaine fois des photos satellites sans nuages, enfin bon, vu la saison, ça va être difficile. Vous voyez effectivement que sur une photo satellite du carré, qui correspond au carré que vous voyez sur la carte, on ne voit aucun espace totalement déforesté, alors qu'en revanche, sur une photo satellite du Suriname, ces zones-là, qui sont ici, sont en fait des vallées entières qui ont été déforestées pour faire de l'orpaillage illégal. Vous les voyez ici, vous les voyez là, vous les voyez là. Il y en a d'autres évidemment en dessous des nuages, mais donc vous avez des taches qui sont visibles de photos satellites sur la déforestation et la présence d'orpaillage, alors que vous n'avez pas du tout ce phénomène dans la forêt guyanaise, alors que nous sommes dans une zone où, à proximité, voire à l'intérieur de la zone, on a de l'orpaillage. Donc ça veut dire que la pression constante de l'ensemble des administrations qui luttent contre l'orpaillage illégal permet de limiter le phénomène à quelque chose qui est certes nuisant, quelque chose qu'il faut éradiquer, mais qui a un impact réduit sur l'environnement et donc a fortiori sur les populations. Donc voilà un peu ce qu'on souhaitait illustrer par ces images. Bien, on va passer, je laisse la parole à l'ONF, à la dernière. Donc là, ce sont vraiment des chiffres de l'indicateur de l'observatoire, des indicateurs de l'observatoire de l'activité minière, qui est un observatoire indépendant, sur lequel je n'ai pas d'autorité. Et on verra qu'au 15 novembre, en tout cas, notre action s'est traduite par une diminution significative du nombre de sites. Et j'espère, puisqu'on a un certain nombre d'opérations en cours en ce moment, pouvoir vous apporter encore de meilleures nouvelles au début du mois de janvier par rapport au nombre de sites, de chantiers observés. Je vous laisse bien la parole. Monsieur le préfet, monsieur le procureur, mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, donc on revient sur cet indicateur qu'on vous a présenté il y a un an, donc cet indicateur Nigabel, qui en fait consiste, comme vous voyez, donc, sur la carte de gauche, d'établir en fait un découpage de la Guyane sous forme d'alvéole, et donc de cette façon-là, de définir les densités de présence de chantiers clandestins sur les différents secteurs de Guyane. Alors je précise que les alvéoles en jaune, allant du jaune très clair au rouge vif, constituent effectivement l'évolution des zones les moins occupées aux zones les plus occupées. Vous voyez par contre s'intercaler des alvéoles de couleur grisée qui en fait coïncident aux zones qui ont été impactées, qui l'ont été à un moment donné et qui sont actuellement désactivées en termes d'activité. Donc ayez bien en tête ces alvéoles grises qui constituent les zones où vraiment là on a une évacuation, une désactivation d'activité illégale. Donc la carte du centre, elle constitue
l'effort de lutte, c'est-à-dire que là vous avez l'ensemble des secteurs qui ont, entre donc, le 1er juillet et le 17 novembre, étaient les secteurs d'intervention, donc les points rouges définissant les niveaux d'intervention, l'intensité des interventions sur les différents secteurs. Donc vous voyez bien apparaître, en suivant la description qui vous était donnée tout à l'heure des opérations, l'effort donc sur le nord, sur l'ouest du département, mais également sur la partie moyen-Maroni, sud-Maroni, et aussi fortement sur la partie est, avec, vous voyez, donc, les secteurs proches de Ventuzine et le Haut-Camopi. Donc sur la carte de droite, on a le résultat donc, au 17 novembre. Les différentes évolutions sont caractérisées par les petits feux rouges ou verts. Le rouge signifiant qu'effectivement là on est sur une alvéole où l'aggravation, disons que le phénomène d'occupation s'est aggravé, alors que les verts constituent les alvéoles où là on a heureusement réussi à améliorer la situation avec une baisse significative du nombre de chantiers. Donc en analysant cette carte dans le même sens que les opérations qui vous ont été décrites tout à l'heure, vous voyez très bien sur la partie nord, au niveau des secteurs Polisnar, Bœuf-Mort, Citron, eh bien, quasiment un secteur qui est complètement passé au vert. Sur la partie ouest, donc au niveau de Grand Sentier, malheureusement, là on a encore une présence, disons, toujours importante d'activité illégale. Bon, on vous l'a expliqué, hein, c'est vrai que l'ensemble des bases arrières du Suriname, malheureusement, ne nous aide pas beaucoup sur ce secteur, mais par contre, malgré tout, on constate qu'entre Maripasoula et Papaïchton, sur les secteurs Abunami et sur les secteurs proches de Papaïchton, eh ben on a sur un certain nombre de secteurs un passage au vert. Donc vous voyez également le résultat de l'effort sur les Nini, avec un certain nombre de secteurs également passés au vert. Je reviens sur le secteur de Camopi, qui lui aussi a connu une nette amélioration. Et en remontant donc, sur le secteur Regina Saint-Georges, alors là, une petite observation, on vous a effectivement confirmé qu'à partir de la moitié de l'année, on avait réussi à éradiquer l'orpaillage clandestin dans les nouragues. Or là, vous allez me dire, mais attendez, au niveau des nouragues, on a des petits points rouges, sauf que là, on a un indicateur qui est très sensible, c'est-à-dire que l'apparition d'un nouveau chantier, hop, on a un point rouge qui apparaît. Et les nouragues, c'est en fait simplement au mois d'octobre l'apparition de 2 chantiers, mais vraiment très modestes, qui malheureusement ont fait passer ces indicateurs au rouge à ce moment-là. Bon, eh bien, vous verrez qu'au mois de janvier, certainement, on sera à nouveau revenu à une meilleure situation. Mais il suffit malheureusement d'un chantier pour que l'indicateur passe au rouge. Donc, phénomène très important pour nous, puisque 50 chantiers, plus de 50 chantiers en moins, c'est une évolution qu'on n'avait quasiment pas connue depuis 2011. Depuis 2011, on avait soit une stabilisation de la situation, soit une aggravation. Là, enfin, on a une baisse. Et d'autant plus importante, et ce qui montre l'effort de lutte sur l'ensemble du département, c'est que le problème que l'on avait généralement, c'est que quand on faisait des actions importantes au sud, et on avait une remontée du phénomène vers le nord. Idem, quand on intensifiait les actions sur l'ouest, malheureusement ça basculait sur l'est, donc on arrivait malheureusement difficilement à faire baisser l'indicateur. Or là, cette année, on a quand même une nette régression du nombre de chantiers, et on espère vous présenter encore mieux dans les mois qui viennent. Merci. Bien, nous avons pris, je ne sais pas, 3 petits quarts d'heure, vraiment presque là, pour vous présenter donc, la situation. Et nous sommes bien évidemment prêts à répondre à vos questions. Qui souhaite poser une question? Monsieur Lambert. Monsieur le préfet, merci pour ces différentes informations. On est sur cette slide-là, est-ce qu'on aurait une tendance par rapport aux sites qui soient primaires ou alluvionnaires, parce qu'on a appelé, si j'ai bien entendu, les sites primaires avec les pluies sont détruits définitivement, ils ne reviennent pas. Donc quel est l'impact par rapport aux zones grises, aux zones bien vertes, de ce qui est des pluies et de l'alluvionnaire? C'est vrai que là, on a un raisonnement global. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu décomposer un peu le raisonnement entre d'un côté l'alluvionnaire et d'un autre côté le primaire? Je sais que c'est difficile, mais... Oui. Effectivement, ça reste vraiment encore l'aspect très subtil de la lutte. On vous a parlé quand même d'une amélioration des actions. D'une amélioration des actions sur le primaire, puisqu'on
ce traitement par explosif qui, sur le secteur, donc IMI a permis sur le secteur de Dachine, donc d'agir sur cette activité primaire. On a également, au niveau des secteurs de Pédral, donc au nord, et sur les secteurs proches de Polistar, également une action sur le primaire qui a été significative. C'est vrai que ce phénomène est encore diffus, hein, c'est quand même l'alluvionnaire qui reste, malgré tout, sur l'ensemble des sites, l'activité majeure. On reste quand même sur un nombre de chantiers plutôt en majorité alluvionnaire. Mais bon, on a quand même ces différentes actions, que ce soit sur le secteur de Pédral, sur le secteur de Dachine, plus anciennement et maintenu par l'effort de présence sur eux en usine, où là on avait une activité primaire très importante. Le maintien d'une présence des forces armées a empêché le retour sur ce secteur-là, donc d'une certaine manière encore une baisse significative cette année. Donc on peut dire que globalement on reste sur une action majeure et importante sur l'alluvionnaire, mais je dirais qu'avec cette année 2014, on a malgré tout vraiment cette année une action également importante et significative sur le primaire et qu'on espère voir s'amplifier avec des modes opératoires qui se confirment par l'utilisation des explosifs. Ce qu'on peut aussi dire, je ne crois pas que ça a été dit, c'est que on a maintenant chez certains opérateurs miniers légaux qui s'installent une aide logistique de leur part qui nous permet de nous porter sur le théâtre d'opération et même de prendre en tenaille les Garupéros. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous voulez poser? Oui, monsieur. Oui. Je voulais poser la question en rentrant. Je vais poser la question suivante. On n'a pas le nombre de kilos de saisie d'or. Oui, alors ça, oui, mais ça effectivement c'est pour le début du mois de janvier. Il est évident que le nombre de kilos d'or saisis n'a rien à voir avec le nombre théorique de tonnes qui sont extraites illégalement. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ça chiffre pas en tonnes d'or, hein, en général, ce que vous avez saisi. Ça chiffre plutôt en dizaines de kilos. Ça, c'est une dizaine de kilos. Donc ça, c'est vraiment une difficulté. Mais vous aurez lors du prochain point l'ensemble du bilan en matière d'or saisi, de concasseurs détruits, de saisie de quad, et ainsi de suite. Peut-être pour compléter, on a eu 2 opérations qui ont été menées par les douanes avec des interpellations de personnes qui transportaient de l'or dans les véhicules, de l'ordre de 600 à 700 grammes, donc des quantités relativement importantes, et qui ont été interpellées par les douanes sur le littoral. Et ce qui démontre aussi que notre action ne se situe pas seulement en forêt, mais aussi elle se prolonge sur ce littoral contre les personnes qui transportent de l'or. Tout à l'heure, on parle de la... Je vais revenir sur la coopération franco-brésilienne. Après ces démonstrations que l'on avait eues sur l'OIAPOC, est-ce qu'il y a eu des opérations côté Brésil entre-temps, ou ça va être la première début 2015? Non, en fait, bon, effectivement, donc nos camarades brésiliens ont fait cette opération qui s'est terminée fin septembre. Suite à ça, rappelez-vous, il y avait les élections présidentielles au Brésil, donc il n'y a eu aucune opération. C'est-à-dire que nos camarades brésiliens font des actions ciblées sur, disons, 2 mois par an. Et donc la première opération concrète aura lieu durant le premier semestre 2015. Par ailleurs, il y aura, mais ça c'est décorrélé, ils font tous les ans une opération interadministration qui leur permet de mettre en exergue tout le travail des administrations brésiliennes, qui aura lieu, celle-ci, c'est sûr, au mois de mai, qui vise à donner aux Brésiliens l'accès à la santé et qui fait également barrage à tous ces opérateurs illégaux, puisqu'ils construisent énormément de barrages dans la frontière. Donc, pour répondre à votre question, non, fin septembre, c'était la fin des opérations, et il y aura une grosse opération, en gros, avec eux par semestre, compte tenu des distances et de leurs moyens en personnel qui, pour l'instant, sont relativement loin de la frontière, et c'est pour ça qu'ils veulent, petit à petit, mettre les gens plus près de la frontière pour que les opérations soient plus fréquentes. Mais en parallèle de ça, il faut savoir que depuis novembre 2013, on a mis en place un cycle mensuel de réunions avec les forces de police brésiliennes sur Oiapoque et Saint-Georges de l'Oyapock,
et que vraisemblablement tout au début de l'année, il y aura une visite conjointe sur Villa Brasil, comme vous le savez, qui est vraisemblablement un des 2 plots logistiques d'approvisionnement de l'orpaillage illégal sur tout le bassin de l'Oyapock avec Ilha Bela, et qu'il y aura une visite conjointe entre policiers brésiliens et gendarmes et également forces armées de Guyane sur Camopi avec les Brésiliens et avec nous sur Villa Brasil qui se trouve en face. Il faut savoir que ça ne s'est jamais fait. Voilà. Donc en fait, il y a un certain nombre d'avancées significatives en matière de coopération internationale sur le terrain. Je voulais juste poursuivre ma question avec le Suriname cette fois parce qu'on a survolé un peu la coopération avec le Suriname. Oui, donc avec le Suriname, on a eu 15 jours après la réunion qu'on a eue avec nos camarades brésiliens avec le Suriname. J'étais d'ailleurs interviewé par vos collègues à Paramaribo, 10 jours avant la venue de mon homologue surinamien ici. On va également faire une opération avec nos camarades du Suriname, mais au 2e semestre. Vous savez, c'était d'ailleurs dans les éditions de France Guyane aujourd'hui, les élections au Suriname au mois de mai prochain. Donc on a convenu avec nos camarades du Suriname qu'on ne fasse pas d'opération commune avant leurs élections, on les fera après. Par contre, on a toujours le volume d'opérations simultanées, de patrouilles simultanées, donc on a convenu, c'est vrai que maintenant c'est rentré dans le paysage, mais des 2 côtés d'ailleurs, des patrouilles simultanées, mais qui sont plus manifestations de force. Donc avec le Suriname, en conclusion, on aura 5 patrouilles simultanées sur le Maroni et une opération certainement, très honnêtement, de moins grande envergure dans le 2e semestre pour permettre aux forces armées de préparer les élections du Suriname. Moi, j'ai aussi également dit aux parties surinamaises, dans la perspective de l'ouverture du bac et donc de l'intensification des relations entre la Guyane et le Suriname, notamment dans le domaine du tourisme et des transports de marchandises, qu'il était hors de question, et du problème des visas aussi, qu'il était hors de question que nous modifions notre position sur ces points s'il n'y avait pas de véritable progrès dans la coopération transfrontalière, et notamment sur le problème des barges qui sont sur le Maroni et qui ne devraient pas y être là. Même quand elles restent du côté surinamais, elles ne devraient pas y être, puisqu'on est sur un fleuve qu'on se partage, il faut l'accord des 2 parties. Je crois que dans le milieu économique surinamais, mon message a été entendu et a été remonté au président du Suriname. Peut-être que Monsieur Lambert, derrière vous, il y a quelqu'un qui vous posait une question, donc je vais lui donner la priorité. Merci, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs. Déjà, merci pour ce nouveau rendez-vous de transparence autour de cette question que l'on sait sensible. Merci aussi à l'ensemble des forces engagées sur le terrain, parce qu'on connaît la difficulté de cette tâche et l'ampleur du challenge que ça représente. Donc vraiment un fort sentiment de solidarité que l'on souhaite ici exprimer autour de cette lutte importante. J'avais des différentes questions, notamment autour des chiffres qui sont annoncés, qui sont très précieux. Si on garde en tête les chiffres d'il y a à peu près un an, on était à peu près 477 chantiers actifs à peu près. Si mes souvenirs sont bons, ça voudrait dire que début 2014, on a une stagnation, une légère hausse. Je voulais savoir quelles sont les explications, si elles sont connues. Deuxième élément autour de SAU, vous nous avez annoncé un rayon dénué d'orpaillage illégal de 10 km. J'avais gardé en tête un rayon similaire d'une vingtaine de kilomètres dans le passé, donc je voulais savoir aussi ce qu'il en était sur ce point-là. Et puis, Monsieur le Préfet vient de parler de la question des barges. Je voulais savoir effectivement, au-delà du constat, est-ce qu'il est envisagé à terme des actions en justice, au niveau de la justice internationale notamment, pour le respect d'un certain nombre de textes de loi internationaux qui existent et qui pourraient s'appliquer en faveur de la Guyane, en faveur des habitants du Maroni en général. Je vous remercie. Je vais laisser à l'Observatoire de l'activité minière répondre sur le premier point. J'ai plus tout à fait en tête le nombre de sites qu'il y avait au 31 décembre 2013. Il me semble que c'était 490.
91 de mémoire. 91. On avait déjà en 2013, le nombre de chantiers avait diminué de 5,7%, si ma mémoire est exacte. Et donc là, il s'ajoute à cette baisse une nouvelle baisse de 11% au 15 novembre. On fera un bilan en janvier des années précédentes, pas seulement de l'année, on ressortira les nids d'abeilles depuis la création des nids d'abeilles, et puis on va les republier pour faire une perspective un peu moyen terme. Voilà, effectivement, j'ai en main le rapport d'il y a un an, situation au 1er décembre 2013, 473 chantiers actifs. Donc effectivement, comme vous le disiez, on a vu effectivement durant le premier semestre que l'indicateur va rester plus ou moins stable. Et c'est donc là vraiment pris conscience qu'il fallait qu'on change nos modes d'action. Et en particulier, on a vu qu'en descendre aux gens, disons, 15 jours, 3 semaines, c'était pas suffisant. Comme m'a dit vos collègues, c'est là qu'on a multiplié par 2 le temps de présence. C'est exigeant pour le personnel, mais c'est la seule façon de faire avancer les choses. Et donc il y a un premier état de constatation de ce changement de mode d'action. D'autres constatations, c'est-à-dire que par exemple, lorsque les concasseurs ont découpé l'axe central, ils sont très réactifs et ils refaisaient l'axe central. Donc on a vu que les concasseurs, il fallait carrément les ôter, les ramener ailleurs, donc les ôter. Donc maintenant, bon, ça se fait pas simplement, hein, mais donc les concasseurs, on les met au bout d'un filet et on les ôte concrètement. Donc, concrètement, on leur détruit, mais vraiment définitivement leur outil de production. En plus, d'autres choses plus techniques, quoi. Mais globalement, la grande idée, c'était d'être resté plus longtemps, d'être imprévisible, de faire les patrouilles sur les nids, de changer le mode d'action pour que les choses évoluent. Ceci dit, comme ces gens-là évoluent en permanence, j'étais il y a quelques jours à Berlin pour voir mes troupes avant les fêtes de Noël. On s'aperçoit que maintenant ils travaillent très peu en journée, ils travaillent de nuit en plus petite équipe, par équipe de 12-13, donc la journée ils sont disséminés, ils sont en train de faire des trous pour mettre leurs affaires, comme le colonel Ozal qui est à côté de vous l'a vu en Afrique, avec des techniques que nos militaires ont vu en Afrique. Donc on voit qu'il faut qu'on évolue en permanence, c'est très compliqué. Ceci dit, ce qui est positif dans ce que je vous dis, c'est que ne travaillant que la nuit, leur efficience est beaucoup moindre, et donc on voit qu'on leur fait mal, et à défaut, et là aussi, mais ça c'est difficile, c'était une des questions de M. Lambert, c'est-à-dire qu'on se consacre au nombre de sites, mais on n'a aucune idée du rapport coût-efficacité de ces gens-là. Mais clairement, quand ils travaillent que la moitié de la journée et encore que la moitié de la nuit, leur efficacité est moindre. Donc là, on peut espérer que là encore, on ait des effets plus importants que ceux qu'on imagine actuellement. Pour vous répondre plus précisément, donc on va vous donner début janvier à la fois ce qui s'est passé sur toute l'année des années précédentes, mais en substance, comme le disait le général, on a entre décembre 2013 et le milieu de l'année 2014 une stabilité modulo une dizaine de sites en plus ou une dizaine de sites en moins selon les points qu'on a fait régulièrement. Là, on est aujourd'hui à une diminution de 11%. On est a priori entre le 1er janvier, enfin entre le 31 décembre 2013 et le 17 novembre à une diminution d'environ 10%, le 1% étant la variation négative du premier semestre. On est en train de consolider, l'Observatoire de l'activité minière est en train de consolider. On est au moment où nous parlons à mi-décembre, a priori un peu en dessous de 400 sites. Donc sauf dégradation importante dans les 15 derniers jours de l'année, on espère pouvoir vous présenter en début d'année prochaine une diminution d'environ 20% du nombre de sites entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014. Voilà, donc là encore, pour l'instant, on ne vous l'a pas édité parce que, comme le disait Monsieur le Préfet, ce sont des données très complexes qui sont recoupées entre les différentes observations dirigées par l'ONF, mais avec la participation du parc amazonien du Guyane et des forces armées. Voilà, donc on est très clairement sur une tendance baissière, sans doute de 10% pour les 9 premiers mois de l'année et peut-être de 20% sur l'ensemble de l'année. On verra, Monsieur le Préfet, si on peut confirmer ces données. Donc c'est bien ce qu'on vous disait en présentant ce nid d'abeilles. On est dans une diminution significative, alors que les années précédentes, les fluctuations à l'intérieur de l'année, finalement, étaient presque compensées d'un semestre à l'autre. Pour Saül, poser la question de Saül, on est plutôt dans l'idée d'un périmètre de au moins 50 km complètement tutoriel, on a toujours dit ça, dans un périmètre au moins de 50 km à la ronde. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait plus un
chantier illégal. J'avais entendu 10 dans les... Non, oui, mais c'est vrai, 10, oui. Et... Non, il y a eu deux décisions du conseil municipal dans les années, c'était pas d'exploitation aurifère à 20 km et la deuxième délibération à 10 km. Pour autant, 10 km c'est vraiment un minimum. Donc effectivement, le plus on peut éloigner cette activité, le mieux on se porte. Voilà. Monsieur Lambert, je laisse la parole à Monsieur Lambert, et puis ensuite je donne la parole à Excuse-moi, alors non, je vais y aller après pour notre réunion. J'entends bien tous ces chiffres et on nous explique là que les nouveaux moyens mis en place, de l'intensification, le nombre d'heures doublées, permettent d'avoir une baisse d'activité qui semblerait au 31 décembre arriver à 20% de baisse cette année, 5% l'année dernière. Ça, c'est très bien. Ça s'est passé, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Et oui, forcément. Guyane n'est qu'un pays d'avenir. Et donc, quels sont vos objectifs pour 2015, 2016, 2017? Quelle planification puisque maintenant, les moyens, les techniques semblent être au point, donc quels sont les objectifs en la matière? Nous, notre objectif, c'est de poursuivre sur cette tendance. Mais moi, j'ai la certitude qu'on n'éradiquera pas totalement ou à 90% l'orpaillage clandestin tant qu'on n'aura pas une coopération régionale qui sera au point et tant qu'on n'aura pas la coopération de nos voisins. Donc je pense que par des moyens, par les nouveaux moyens qu'on a mis en œuvre, on pourra continuer sur cette tendance favorable tout au long de l'année 2015. Je ne peux pas vous parler du nombre de pourcentage, je n'en sais rien. Mais je suis persuadé que sans la coopération de nos voisins, on n'arrivera pas à descendre sous un certain seuil. Je ne sais pas lequel exactement. Et donc, pour nous, il est tout à fait vital de l'obtenir. Et je vous dis justement, l'existence de ce nouveau bac qui va rentrer en service avec le Suriname en mai 2016, notre possibilité via la commission mixte des transports, enfin la possibilité du préfet de contingenter le nombre de transporteurs de voyageurs et de marchandises qui viendrait du Brésil en Guyane est quand même un moyen d'action important. Et ça correspond peut-être justement à l'ouverture de ce pont et de ce bac, le pont j'espère 2015 et le bac 2016, ça correspond à un moment où on atteindrait peut-être par des moyens purement militaires un seuil sur lequel on ne pourrait pas baisser. Mais je pense qu'il y a une véritable prise de conscience des Brésiliens. Simplement, on est vraiment on est dans le domaine de la diplomatie. Et dans le domaine de la diplomatie, les choses ne vont pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais il y a un mouvement de fond. Moi, quand je suis arrivé en juin 2013, il y avait un accord qui n'était pas ratifié depuis 5 ans. Là, l'accord, il est ratifié. Ils ont pris le décret, il a fallu du temps, mais ça y est, maintenant le décret est rentré dans le droit positif. Ils vont changer la réglementation, ils vont faire venir 6000 hommes. Je pense que c'est ça qui nous permettra de passer en dessous de ce seuil. Bonjour, je suis Anne Saunier. Je suis élue Kourou et vice-présidente de la communauté de communes des Savanes. Je vous remercie de nous avoir conviés à cette réunion et merci pour toutes ces informations. Je voudrais saluer le travail impressionnant des forces armées de Guyane et de d'autres aussi, monsieur le préfet à la préfecture. Cependant... Et de la gendarmerie. Et de la gendarmerie. Excusez-moi. Cependant, déjà en tant que citoyenne, je trouve que je reste atterrée quand même par le temps qu'il faut pour mettre en œuvre des solutions efficaces. J'ai tout à fait bien conscience de la taille de notre territoire, des difficultés rencontrées, du temps nécessaire à la diplomatie. N'empêche, il me semble que la volonté de l'État devrait être un peu plus féroce en termes d'éradication de ce fléau, et notamment à cause du mercure. C'est sur ce point que je voulais venir. J'aimerais savoir ce qu'il en est du mercure, parce que, évidemment, on a parlé pas mal des sites primaires, merci, des sites primaires.
pas tellement des sites alluvionnaires, mais je sais qu'ils sont concernés. J'aimerais savoir ce qu'il en est du mercure. Si vous freinez fortement son importation, ce que vous faites quand vous en trouvez. Et puis, voilà, sa gestion. Combien vous en récupérez aussi. D'autre part, il se trouve que le site de Petit-Saut est impacté, et sur notre territoire, ça commence à nous inquiéter sérieusement. J'aimerais aussi avoir des informations sur ce site, plus précisément, éventuellement, sur un dossier spécifique, ou aujourd'hui, ou voire en janvier, où vous aurez la possibilité de nous faire un bilan plus complet. Merci. Une des difficultés du débat qu'on a sur l'orpaillage clandestin, je l'ai dit en introduction, c'est que nos concitoyens, finalement, ont du mal à s'informer véritablement de ce qui se passe sur le terrain, parce que le territoire est immense, on n'y accède que par hélicoptère, quand bien même on peut y accéder par hélicoptère, pour avoir une vision globale, il faudrait passer des mois et des mois à faire de l'hélico. Néanmoins, je pense seulement que c'est seulement en allant, on a invité certains d'entre vous à accompagner les forces armées en Guyane ou la gendarmerie, c'est vraiment en faisant des heures et des heures d'hélico au-dessus de la forêt, en atterrissant sur des sites, qu'on prend la mesure déjà du fait que notre forêt est préservée, et ensuite de la difficulté à agir sur le terrain. Ça c'est le premier point, et donc je ne peux pas le faire avec tous les gens qui militent bien évidemment contre l'orpaillage clandestin, mais si vous acceptez un jour d'être la suivante sur la liste des invités, c'est bien volontiers qu'on vous emmènera en Puma sur un site pour que vous preniez ça, comment dirais-je, pour être poli en plein visage, parce que il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Donc, si après la réunion, vous nous laissez vos coordonnées, on essaiera lors d'une opération peut-être de vous emmener, comme ça vous pourrez témoigner. Le deuxième point, c'est l'aspect, alors vous nous avez dit féroce, il faut qu'on soit féroce. Donc qu'est-ce que vous entendez par férocité? Il faut qu'on fasse quoi pour être plus féroce, comme ça intéresse les deux généraux et le procureur. Qu'est-ce que vous entendez par plus féroce dans la lutte contre l'orpaillage? Si vous permettez, je voudrais revenir sur ma capacité à prendre la notion de l'immensité du territoire. Je l'ai la notion, monsieur le préfet. Je serais enchantée de faire un survol en Puma du territoire guyanais, mais j'ai tout à fait conscience de l'immensité du territoire, de la difficulté qu'on a à pénétrer à l'intérieur. Être plus féroce, pardonnez-moi l'expression, j'ai peu l'habitude de m'exprimer autour d'une telle assemblée notable. Je pensais peut-être plus précisément à plus de volonté, mais en fait, la pensée ne s'arrête pas à vous, monsieur le préfet, pardonnez-moi, mais elle s'oriente aussi vers l'État français. Je suis vraiment, vraiment désolée que l'État français ne se donne pas autant de moyens que nécessaire pour lutter contre le fléau qui nous incombe. J'ai bien conscience aussi qu'il est nécessaire, et je suis d'accord avec vous, d'avoir une coopération transfrontalière extrêmement forte et extrêmement diplomatique pour qu'on puisse tous travailler ensemble. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure vous avez annoncé que déplacer 30 familles brésiliennes à Villa-Brasil prendrait 2 ans, ça nous amènerait à 2017. Ça veut dire que d'ici 2017, on continue à travailler de la même façon, très bien, je ne remets pas en question la qualité de votre travail, mais c'est vraiment pas suffisant aujourd'hui. Minamata est à notre porte, je suis navrée de vous dire ça, j'ai vraiment de l'estime pour votre travail à tous, mais je trouve vraiment que c'est dans ce sens-là que je disais féroce, monsieur le préfet, merci. Comment dirais-je? Je ne sais pas, en tout cas, non seulement, bien évidemment, tous les gens qui luttent contre l'orpaillage clandestin en France sont déterminés, donnent leur maximum. Certains y ont laissé leur vie, d'autres sont maintenant paralysés, d'autres viennent avec le paludisme. Donc on ne peut pas douter de la détermination de tous les acteurs à le faire. Ensuite, je reste persuadé que
déjà l'État a augmenté plutôt les moyens qu'il a mis en œuvre en 2013 puis en 2014, mais il n'y a qu'à survoler, et je vous le dis, vous êtes conscient de l'immensité du territoire, mais moi à chaque fois que je le fais, j'en suis conscient, mais à chaque fois que je le fais, je suis étonné. C'est pas uniquement une question de moyens quantitatifs, c'est pas possible. C'est une question de mode d'action, c'est une question de réoccupation du terrain, de coopération internationale. C'est aussi une coopération, une dimension, il faut bien dire, de différentiel de niveau de vie. Ce sont des pauvres serfs qui pour la plupart viennent chez nous. Donc c'est pour ça que quand j'entends certaines associations en disant il n'y a qu'un faucon, il faut mettre les moyens, moi je suis persuadé que si vous mettez toute l'armée française, ça ne suffit pas, quoi. Bon, ça veut dire un soldat tous les 100 mètres, en gros. Si on divise le nombre de soldats par les 12 000 km de frontières, c'est pas uniquement une question de moyens. Moyens quantitatifs, c'est des moyens qualitatifs, c'est aussi les enquêtes que mène monsieur le procureur, parce que c'est pas tout. Les gens qui travaillent sur notre territoire ne sont pas forcément les donneurs d'ordre, qui sont ailleurs, donc ce sont des filières à démanteler. Tout ça, c'est complexe, quoi. C'est un sujet complexe, on ne peut pas l'appréhender en disant tout simplement, voilà, l'État n'a pas la volonté de mettre les moyens qu'il faut. C'est pas aussi simple que ça. L'orpaillage, ça existe ici depuis un siècle et demi. Beaucoup de Guyanais d'ailleurs sont venus en Guyane à cause de l'orpaillage. C'est quand même quelque chose qui est profondément ancré avec l'histoire du pays. Et on ne peut pas le résumer à un certain nombre de clichés comme je l'entends. Sur le mercure... Il est saisi et traité par la SAMP. Je n'ai pas les quantités en tête. On a saisi 140 kg dans l'année et il est naturellement détruit. 140 kg de mercure saisi. Sur Petit Saut, je vous donnerai la parole, mais nous sommes allés, nous avons eu la chance de pouvoir nous rendre il y a quelques semaines sur le site de Bois-Violet, où il y a un orpailleur légal qui est installé, un Guyanais. Monsieur Léveillé. Et Monsieur Léveillé, a véritablement félicité les forces de l'ordre et les forces armées parce que, à partir du point où c'est installé, on a nettoyé tous les orpailleurs illégaux dans ce coin. Donc, d'une manière générale, si vous voulez, si je peux me permettre de caricaturer, d'une manière générale, pour l'instant, on est en train de gagner la partie dans toute la partie est de la Guyane, la frontière avec le Brésil. La difficulté qu'on a, c'est le Maroni. On a cette difficulté parce que c'est un endroit effectivement où l'orpaillage est visible de la population. Deuxième point, c'est très facile de franchir le Maroni, de faire des allers-retours sans qu'on puisse s'interposer. Et troisième point, il faut quand même bien le dire, il y a quand même une partie de la population du fleuve qui participe aux activités d'orpaillage illégal. Donc pour nous, c'est quand même extrêmement compliqué dans ces conditions. Donc pour nous, le seul moyen, c'est de taper tout le temps sur les orpailleurs illégaux en Guyane, de manière à ce que leur activité ne soit absolument plus rentable et qu'ils repartent au Suriname. Ce qui est en train de se décider. On va réaliser la question sur Petit Saut proprement dit. Chose de part, je ne souhaiterais pas me situer aux autorités sanitaires qui ne sont pas présentes. Ceci étant, on a eu très récemment l'expérience de comité scientifique de Petit Saut qui a présenté 20 ans de suivi environnemental sur Petit Saut. Le mercure sur Petit Saut, soyons clairs, on en a parlé tout à l'heure, c'est 150 ans d'exploitation d'orifères en Guyane, c'est 150 ans d'utilisation de mercure avec à peu près un rapport de 1 pour 1. C'est pas tout à fait vrai, mais il faut te dire qu'une tonne d'or, c'est à peu près une tonne de mercure lorsqu'il n'y a pas de récupération. Et donc, ce qui s'est passé, effectivement, avec Petit Saut, c'est la remobilisation du mercure liée à des conditions d'approvisionnement en oxygène de la retenue et du barrage du mercure qui est essentiellement
effectivement contenus et qui correspondent d'ailleurs à des zones d'activité minière. Donc ce n'est pas effectivement, il n'y a pas de lien entre activité, orpaillage illégal aujourd'hui et ces éléments-là. Ce qu'on va quand même dire, c'est que, comme sur un certain nombre de sujets, l'expérience des scientifiques montre que ces aspects de mercure se sont atténués avec le temps pour aboutir à un nouvel équilibre. Donc aujourd'hui, l'effet en matière de mercure de la rupture de petit saut est plus faible qu'auparavant pour atteindre un nouvel équilibre. Et que sur l'aspect sanitaire, c'est ça dont vous parliez, il faut rappeler effectivement ce qui est un peu le juge de paix dans cette histoire-là, à savoir les études de dépistage des populations en matière d'imprégnation mercure. Pour rappeler que ces études ont été faites effectivement à l'époque de la mise en eau du bassin et un peu plus tard, notamment sur les populations de Siamari, qui semblaient pouvoir être celles les plus exposées directement, sans que, voilà, je vous rapporte ce que vous avez été signalé dans la communauté sanitaire, sans que la question on était loin d'être au syndrome du Nimata, si je vous avais exprimé cet exemple-là tout à l'heure. Vous permettez cher Monsieur Déal, Monsieur Durand, je ne souhaitais pas refermer la problématique du mercure à Petit Saut. Il me semble de toute façon que lors de la présentation anniversaire des 20 ans de Petit Saut, les résultats scientifiques de taux de mercure dans la population siamarienne sont assez élevés. Il me semblait aussi que l'étude scientifique avait un petit problème de mise à jour de données par rapport à ça, le thème de mercure. Je n'y étais pas malheureusement, je n'ai pas pu assister à cette conférence, mais... C'était dans l'autre sens, la mise à jour des données. Voilà, et la problématique, elle est pas... Enfin, pour moi, elle est bien sûr sur Petit Saut et partout en Guyane, le mercure, ça fait pas mal de temps que je travaille sur le sujet, donc je sais comment on a dans le sol, comment il est libéré, etc. La bioaccumulation, je sais. Le problème, c'est sur le marronnier essentiellement. L'Oyapock, très certainement. Aujourd'hui, Solidarité Guyane vient de publier ses analyses. On est au-dessus des normes, c'est catastrophique. Et ça date pas d'hier. Donc, il y a vraiment une problématique sanitaire. Entendez-moi bien, je ne cherche pas à vous casser du bois sur le dos, là. Je cherche à discuter avec vous et essayer de prendre la mesure, vraiment prendre la mesure de ce problème, parce que bientôt, je ne peux pas le prouver parce que je ne suis pas devin et je ne peux pas prédire l'avenir, mais il paraît évident qu'on va avoir des problèmes sanitaires importants sur les prochaines naissances des populations du fleuve, avec des prises en charge sanitaires importantes à faire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? À part le fait de leur dire d'arrêter de manger du poisson, mais là, comment on fait? Il n'y a plus de gibier. Bon. Voilà. Si vous voulez, le 1er janvier, on invitera les autorités sanitaires et puis ils répondront à cette question. Moi, j'avais pu comprendre, mais je ne suis pas un spécialiste, qu'il y avait effectivement des taux de mercure très élevés, par exemple, du côté de Trois-Sauts. Et qu'une étude scientifique, puisqu'il n'y a pas d'orpaillage en amont de Trois-Sauts, avait démontré que c'était du mercure d'origine naturelle. Je ne sais pas si vous pouvez compléter, vous êtes ingénieur, moi je suis... Je sais pas, il y a deux choses. Il y a effectivement les niveaux d'imprégnation mercurielle sur les populations, donc c'est le travail de l'association Solidarité Guyane sur l'eau marronnie. Côté Oyapock, l'étude dont fait mention Monsieur le Préfet, c'est une étude RIN menée par, de mémoire, parce qu'il y a quand même pas mal de scientifiques sur le territoire, le CNRS, donc voilà. Il y avait, et l'IRD, il y avait des premiers résultats intermédiaires de cette étude qui ont été présentés à l'IRD il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous aviez assisté. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, l'objectif de cette étude, c'est d'avoir les isotopes du mercure, c'est-à-dire de connaître l'origine du mercure, s'il est lié à du mercure naturel présent dans les sols ou à une activité anthropique. Donc ça, c'est un travail de fou. L'étude, elle se termine en 2015. Et donc, il y aura des restitutions, y compris des restitutions sur place, à Camopi et à Trois-Sauts, avec les populations, justement, pour discuter, expliquer. Donc l'imprégnation, elle existe effectivement à Trois-Sauts, et cette étude est partie de là, puisqu'on disait à Trois-Sauts, il n'y a pas d'orpaillage illégal, il n'y a pas de mercure, donc on ne comprend pas d'où ça vient, d'où l'idée de cette étude.
Par contre, le travail qui est mené par l'association Solidarité Guyane, il fait aussi écho à un travail qu'avait mené dans les années 2000-2005, la DSDS, sur ce travail sur Mercure. Et je pense que là, il faut vraiment que les autorités sanitaires puissent donner des éléments plus précis. En tout cas, nous sommes allés ensemble, un certain nombre d'entre nous qui sont autour de cette table, nous sommes allés ensemble de Papa Ichton, on est remonté à Marie Passoula jusqu'à Antékulpata, donc on a rencontré absolument tous les villages amérindiens qui sont filmés dans le film La Dirty Paradise, c'est exactement les mêmes, on a rencontré les mêmes personnes, sauf que le film date de 2008 et nous on l'a fait en 2014. Et on a pu croiser d'ailleurs au cours de notre périple plusieurs équipes d'infirmiers, de médecins qui font de la prévention, notamment auprès des femmes enceintes. Et sur le Mercure, il y a un gros travail qui est effectué sur le fleuve. Et on a discuté aussi avec ces populations, dans certains villages que je ne citerai pas, de la nécessité de ne pas collaborer avec les employeurs clandestins. Donc là, on est vraiment au cœur du problème. Non, simplement pour ce qu'elle dit Madame Blin, nos camarades brésiliens voulaient savoir également quelles zones étaient orpaillées et voulaient savoir si, effectivement, et nous c'était notre inquiétude, en amont de Okamopi, l'orpaillage illégal a lieu, et donc ils ont travaillé dans l'époque que j'évoquais tout à l'heure. Pour eux, il n'y a pas d'orpaillage illégal en amont de Okamopi, donc dans la région de Trois Sauts. Nous, on avait fait des missions, les Brésiliens en ont fait également de leur côté. Donc, voilà, pour vous donner des choses concrètes, ce qui va nous permettre de cibler nos opérations, mais c'est quelque part rassurant de savoir qu'il n'y a pas des deux côtés de l'Oyapock d'orpaillage illégal, au moins entre Trois Sauts et Okamopi, des deux côtés des rives. Voilà, il n'y a pas d'orpaillage illégal, mais il y a du mercure. C'est un mystère. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bien, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon week-end et pour ceux que je ne remercie pas, de Noël.